Et puis la permaculture, ça passe par des principes. Et des principes, souvent, ça vous guide. Ça vous permet de vous guider sur des choses simples. Alors, je n'ai mis quelques-uns principes là. Il y en a un qui est utiliser des solutions petites et lentes. Allez doucement. Vous pouvez par exemple faire un jardin, si vous avez 8000 m² ou 10 000 m² de jardin, vous n'allez pas faire 10 000 m² d'un coup. Parce que là, vous risquez de prendre tout sauf du plaisir, d'être démobilisé et puis de faire tout l'effet inverse. Est-ce que vous connaissez dans cette salle ce qu'on appelle le syndrome courgette? Vous ne connaissez pas le syndrome courgette? Je suis sûr que vous l'avez vécu. Vous êtes des jardiniers. Il y en a qui m'ont... Donc le syndrome courgette, il est assez simple en fait. On se fait avoir une fois, deux fois et après on commence à comprendre. Donc quand on commence à jardiner, on aime jardiner. Alors à cette saison, donc le beau temps arrive, la fièvre verte elle est là, on va dans le jardin et puis qu'est-ce qu'on fait? On fait des choses faciles. Donc on va mettre des graines, on va acheter des plants. Alors je vous invite à pas acheter des plants, conservez les semences et puis semez vous-même. C'est tellement plus agréable et puis c'est tellement plus économique et puis c'est tellement plus valorisant. Et puis en plus on conserve des patrimoines génétiques qui sont assez intéressants. Donc vous semez vos courgettes et puis forcément quand vous achetez vos graines de courgettes, le marketing est bien fait, vous avez dans une pochette, vous avez des dizaines et dizaines de graines. Donc forcément, on a tendance à se dire, je vais tout mettre. On met 10 graines comme ça dans le sol bien fumé, parce qu'on sait qu'il faut bien avoir du fumier et tout ça, et puis les courgettes, elles vont vite, elles poussent vite. Vous voyez, tout de suite, ça arrive très vite. Et là, vous êtes émerveillés de voir ces courgettes qui arrivent toutes là en même temps, qui sont belles. Bon, des fois, quelques limaces passent par là. Bon, vous maugrez, mais ça, c'est pas très grave. Mais vous voyez vos courgettes, c'est beau parce que ça pousse vite, vite, vite. Et puis, au bout d'un mois et demi, elles poussent, et puis elles commencent à avoir des fleurs qui arrivent. C'est magnifique, la fleur de courgette. Puis, vous allez avoir les courgettes qui vont arriver assez vite. Et là, vous êtes super fiers parce que vous dites, ça y est, j'y suis arrivé. C'est facile d'avoir les courgettes. Vous voyez, vous arrosez de temps en temps, vous avez une bonne fumure, tout va bien. Et puis les courgettes, elles arrivent, mais elles arrivent tout en même temps. Vous avez 10 pieds, vous allez avoir les courgettes qui arrivent tout à la fois. Et bien c'est normal, oui. Mais bon, elles vont s'échelonner quand même. La nature est bien faite, il y a des fleurs qui vont arriver après, les fleurs mâles, les fleurs femelles, les pollinisateurs vont arriver à pouvoir faire du bien là-dedans. Mais les courgettes, elles arrivent. Alors commencez, vous êtes fiers, vous commencez à manger vos courgettes, en famille, forcément, vos enfants, vous êtes tellement fiers, là je vous ai préparé des plats de courgettes magnifiques, des tagliatelles de courgettes, des tartes de courgettes, je même fait des desserts à la courgette, je me suis évertué à faire tout à la courgette, c'est magnifique tout ce qu'on peut décliner avec la courgette. Oui, premier repas, deuxième repas, et puis il y a des courgettes qui arrivent encore. Ah ben oui, il y a 10 pieds de courgettes, forcément qu'il y a toujours des courgettes. On va pas jeter quand même les courgettes. Ah bon, et puis les enfants commencent à vous regarder avec un œil un peu particulier en disant bon, ça va, les courgettes, ça va bien quelque temps, mais là, et puis votre mari ou votre femme commence aussi à regarder ça avec beaucoup de... Et puis vous commencez à dire bon ben là, qu'est-ce que je vais faire de ces courgettes? Vous les donnez à votre voisin, parce qu'il n'y a pas mieux généreux qu'un jardinier. Forcément, vous donnez, vous êtes fiers et tout, vous en donnez, mais les voisins ont fait la même chose que vous. Donc, ah oui, mais moi aussi j'en ai, parce que ça arrive toujours en même temps, forcément. Et puis, qu'est-ce qu'à un moment donné, vous partez quelques jours, c'est normal. Les courgettes, elles grossissent très vite, donc elles commencent à devenir grosses, les courgettes. Là, vous rentrez chez vous, vous voyez des grosses courgettes, vous essayez de vous les faire. Elles sont filamenteuses, filandreuses, elles sont dégueulasses, des grosses graines et tout. Bon, vous prenez ce que vous pouvez, vous essayez quand même de les accommoder, vous trouvez des solutions, vous avez des livres qui vous donnent plein de trucs, et puis vos enfants commencent à en avoir marre, et puis tout le monde commence à en avoir marre, et puis vos courgettes, vous en avez plein, vous n'avez plus quoi en faire, et puis vous en avez marre. Et du coup, vous avez fait une solution qui est certes super valorisante au début, mais qui est super démobilisante au bout de quelques temps. Et bien, solution petite et simple. Vous mettez 2 pieds de courgettes. 2 pieds. Vous avez des graines. Vous achetez à plusieurs vos sachets de graines. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vous donnez, vous échangez avec vos voisins. Vous êtes dans une mutualisation. Vos courgettes vont arriver. Comme vous êtes un peu malin, vous allez attendre 3-4 semaines, vous allez en remettre pour échelonner un peu la production. Voilà. Donc 2 autres pieds, 4 pieds, et voilà. Vous allez vous en régaler tout autant. Vous allez être fiers. Vous allez même pouvoir en donner à votre famille, figurez-vous. Parce que les courgettes, elles ont été sélectionnées pour être coureuses et donner énormément, être très productives. Donc il n'y a pas de problème. Et puis vous allez diminuer votre syndrome courgette, qui est votre syndrome de démobilisation. Et si vous êtes démobilisé, vous allez pouvoir la transmettre, vous allez en avoir marre, et du coup vous allez arrêter le jardin, et du coup votre action qui était super symbolique et super importante, eh bien elle va finir en passer la tondeuse. C'est pas la même chose. Vous n'êtes pas sur la même démarche. Vous voyez, c'est solution petite et lente. Si vous avez 500 m², commencez par 100 m². Voyez ce que vous voulez faire, parce qu'il y a 2 facteurs limitants très importants pour ne pas être démotivé dans le jardin, c'est l'arrosage et le désherbage. Donc, prenez votre temps.
Allez-y mollo et vous verrez que vous prendrez beaucoup plus de plaisir. Et puis il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans les principes. En tout cas, il y en a un que j'aime bien, c'est quand vous mettez un élément dans votre jardin ou dans votre maison, il faut qu'il ait au moins 3 fonctions différentes. Ah oui, merci. Tu me dis aussi si je suis trop bavard, ce qui doit être le cas. 3 fonctions différentes, merci Benoît. C'est-à-dire que quand, par exemple, voilà, vous mettez une pergola, ou je sais pas, ou dans votre, voilà, devant chez vous, vous mettez une pergola, mais vous imaginez que cette pergola ait 3 fonctions différentes. Aujourd'hui, vous mettez la pergola, pourquoi? Pour peut-être vous mettre à l'ombre, je dis n'importe quoi, vous mettre à l'ombre à cette saison, parce que le soleil arrive, et puis vous pouvez prendre votre apéro tranquille à l'ombre. C'est une fonction d'avoir de l'ombre. Ok? Eh bien, vous imaginez 2 autres fonctions que la pergola peut vous trouver. Et du coup, vous optimisez à permanence les éléments que vous mettez. Ça va vous coûter à chaque fois de faire une pergola, mais vous l'optimisez tellement qu'elle va être beaucoup plus rentable. Par exemple, votre pergola, vous pouvez en faire une pergola alimentaire. C'est-à-dire réfléchir au fait que la pergola, vous la mettez à un niveau. Déjà, vous pouvez faire une pergola qui isole votre maison. C'est-à-dire vous la mettez, par exemple, plein sud sur les baies vitrées de votre maison. Plein sud, vous savez très bien que vous allez avoir le soleil l'été qui va venir vous déranger et qui va venir vous réchauffer votre maison alors que vous voulez avoir de la fraîcheur. Eh bien, vous mettez sur votre pergola des végétaux qui perdent leurs feuilles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des feuilles l'été, qui vont permettre de climatiser, parce que le végétal n'est pas mieux pour climatiser votre entrée, votre partie sud. En plus de ça, vous faites en sorte que votre végétal soit avec d'autres végétaux qui puissent vous nourrir, c'est-à-dire que vous puissiez profiter de sa production, c'est-à-dire que par exemple vous mettez, je ne sais pas moi, de la vigne et du kiwi, ça se marie très bien. Moi, je le fais, ça marche super bien. Et là, vous avez la vigne, ça tombe bien, ça perd les feuilles l'hiver. Et c'est parce que ça perd les feuilles l'hiver que l'hiver, vous avez besoin que le soleil rentre dans votre maison. Parce que c'est l'hiver que la chaleur, vous avez besoin le maximum. Et donc, votre pergola commence à vous faire de l'ombre pour boire l'apéro. Super important. OK ? Pour permettre de faire de la fraîcheur l'été et de la chaleur l'hiver, pour faire passer le soleil, d'avoir des végétaux qui vous amènent de la biodiversité, parce que ça va vous amener les pollinisateurs, si vous mettez de la vigne, si vous mettez des kiwis ou des kiwais, et puis vous allez pouvoir manger ce que vous allez pouvoir produire, sur des zones que vous n'imaginez pas pouvoir produire, parce que c'est de la hauteur. Donc vous avez plusieurs fonctions, et vous pouvez aller plus loin, vous pourriez imaginer d'autres fonctions de votre pergola. C'est minimum 3 fonctions. Et vous allez voir qu'à chaque fois, vous êtes créatif, vous optimisez et vous allez être fier de vous parce que sur des petits espaces, vous allez être hyper productif. Forcément, il y a des éléments très importants en permaculture, c'est la notion de sol. Il faut lutter contre l'artificialisation des sols, c'est un vrai souci. 26 mètres carrés par seconde disparaissent en France aujourd'hui. Donc c'est un vrai souci. Le sol, sans sol, on ne peut pas vivre. Sans sol, aujourd'hui, on ne peut pas vivre. Celui qui disait qu'une abeille meurt, c'est une étoile qui s'éteint. Moi, je dis un ver de terre qui meurt, c'est une galaxie qui succombe. Alors, hein. Parce que sans le ver de terre, il ne peut pas y avoir de plantes, il peut pas y avoir les fleurs qui sont liées à la plante. Okay, donc ça, le sol fertile, c'est vraiment important. Quand on sait notamment qu'il abrite 80% de notre biomasse, le sol, quand on sait que c'est 25% de la biodiversité, le sol, c'est énorme. On n'est pas capable de savoir, on est capable peut-être de connaître 5 à 10% de ce que le sol est et comment il fonctionne, notamment en termes biologiques. Mais autrement, le reste, c'est tellement compliqué. Il peut y avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries au gramme de sol fertile. Vous imaginez, des centaines de milliers de protozoaires et des milliers d'arthropodes. Et puis et forcément, tout ce que vous connaissez aussi, les vers, les champignons. Il peut y avoir des kilomètres de champignons. Donc, vous imaginez que ce sol-là, s'il est aussi vivant, c'est qu'il a une fonction très forte, un écosystème très fort. Et ça, il faut le garder. Plus votre sol sera fertile, plus vous allez pouvoir mettre le hamac dans votre jardin ou le hamac chez vous. Parce que la fertilité du sol va vous rendre vos plantes beaucoup plus luxuriantes, donc beaucoup plus productives. En plus de ça, elles vont vous apporter beaucoup de biomasse. Et la biomasse, vous allez la réutiliser pour nourrir votre sol en permanence. En plus de ça, elle va vous amener beaucoup plus de biodiversité. Et donc, il va falloir avoir le moins d'impact sur son sol. Et même quand on bâtit une maison, on a une réflexion sur son sol. Quand on fait une maison, on artificialise un sol, on est d'accord. Quand on fait une allée, on artificialise un sol. Comment on a une réflexion par rapport à ça? Comment on fait que les corridors biologiques passent par le sol? Toujours.
Alors aujourd'hui, les architectes, beaucoup qui travaillent sur ces questions-là, sur des notions de sol qui sont... On peut soit récupérer le sol et pouvoir le refertiliser ou le retravailler à côté, mais aussi faire sous forme de pilotis, faire avoir des accès par-dessous où la microfaune et la macrofaune peut venir aussi vivre dans ce sol-là sans l'interrompre. Donc il y a énormément de choses qui sont... Nous, on connaît des revêtements qui sont semi-perméables, imperméables et qui permettent aussi une continuité de l'écosystème sol. On est capable de ça, on a de la technique pour ça. Donc le sol est vraiment très important. Quand on sait que, par exemple, le sol, il va contenir deux éléments très importants, peut-être un des plus complexes que la Terre puisse porter aujourd'hui à notre connaissance, qui va être l'argile et l'humus. Donc l'argile, vous avez à peu près plus de 1500 argiles différentes, c'est énorme. Vous allez de la toute petite, la plus grossière, on va dire, la plus fine, et puis vous avez, donc qui peut aller si on étalait par 1 gramme d'argile, ça peut aller jusqu'à 30 mètres carrés si on étale le gramme d'argile, jusqu'à 800 mètres carrés, donc un terrain de foot. Donc vous imaginez un peu la complexité de ces feuillets que l'argile propose, qui est un minéral d'ailleurs très important dans le sol, et puis l'humus qui est la matière organique qui a été transformée notamment par les champignons, un peu par les bactéries, mais particulièrement par les champignons. Et donc, les deux réunis qui sont des éléments, l'acide humique, c'est plus de 15 000 atomes, donc vous imaginez un peu la molécule, ce que ça représente, 15 000 atomes. Donc ça veut dire que les deux réunis, c'est quelque chose d'extraordinaire que tous les agriculteurs, les paysans connaissent, qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire comment de l'argile à l'humus, les deux se réunissent. Il y a des ponts qui se font parce que le sol, il est électrique, il a des liaisons électriques, les ions, les cations, on ne va pas rentrer dans le détail agronomique, mais c'est pour ça que l'homme, il sait très bien déstructurer les sols, il sait très bien les éliminer, parce que la charge électrique, c'est très simple à éliminer. C'est très très facile physiquement à éliminer de l'électricité. Autant c'est plus compliqué les atomes à éliminer, ça veut dire que quand vous avez de l'azote où il y a 3 liaisons d'atomes, la molécule, il y a 3 liaisons, c'est super compliqué, il y a bien que les bactéries pour y arriver, nous on n'est pas capable de ça, donc du coup on ne peut pas détruire l'atmosphère, heureusement. Voilà, l'eau c'est compliqué aussi à détruire l'eau, il faudrait faire bouillir la planète à 100 degrés pour arriver à faire évaporer l'eau, donc on ne sait pas faire, heureusement. Mais par contre le sol on sait très bien faire. 2 milliards d'hectares en 6000 ans ont disparu. 2 milliards d'hectares de sol ont disparu. Et il y a 1 milliard qui a disparu rien qu'au XXe siècle. Donc ça vous donne une idée de l'érosion des sols qu'il y a en permanence. Et nos pratiques permanentes, participent alors nos pratiques quotidiennes, mais aussi nos pratiques alimentaires, participent à des déforestations en permanence. Et forcément, la déforestation, ce n'est pas chez nous. C'est toujours loin, très loin de nous. Dans les pays tropicaux notamment. Et donc lutter contre l'artificialisation des sols, c'est vraiment important. Il faut savoir qu'il y a à peu près, on dit, mais c'est des chiffres, il y a l'équivalent d'un département tous les 7 ans qui disparaît en France, de sol qui disparaît, donc c'est vraiment une hémorragie, une véritable hémorragie. Peut-être des civilisations qui sont mortes pour moins que ça, mais en tout cas il y en a qui sont mortes pour ça en tout cas. Donc il faut être quand même très vigilant, et pour cela on sait comment on peut les protéger. D'abord il va falloir les analyser. Clin d'œil à Claude et Lydia, que j'aime beaucoup, qui font un travail remarquable vraiment, au-delà des personnes qui sont très humanistes et en tout cas une approche très humaine. Ils font un travail impressionnant à l'échelle mondiale, partout ils connaissent les sols de partout, ils ont une connaissance inouïe, et ils m'apprennent beaucoup encore. Donc là on est dans mon jardin d'ailleurs, et là on fait ce qu'on va faire demain d'ailleurs, ce que moi je vais faire demain, et c'est eux qui vont analyser dans leur laboratoire le sol qu'il y a au Grand Chénier. Donc il va y avoir des analyses physico-chimiques, des analyses biologiques, et puis aussi des analyses de pollution de sol qui vont être faites pour savoir exactement comment on répond à la problématique, si problématique qu'il y a. Donc c'est tester son sol, donc le test de la Verrine, Boudin, Labo, c'est ce qu'on a fait la dernière fois en formation, il y a 3 semaines, le 12 mai. Nourrir le sol, le paillage, forcément. La première des choses à faire, c'est que le sol ne doit jamais être nu, on ne le retourne pas le sol non plus, et puis il faut pour ça de la matière organique en permanence, on nourrit le sol, on ne nourrit pas les plantes. On ne met pas de fertilisant, on ne nourrit pas les plantes, on fait l'amendement organique, on nourrit en permanence le sol, on nourrit les micro-organismes du sol, et c'est eux qui vont venir minéraliser, et notamment les bactéries, et qui vont faire que les plantes peuvent absorber. Et le complexe argilo-humique, c'est un peu comme un frigo, c'est-à-dire que vous allez avoir les éléments nutritifs des plantes qui vont être collés à une forme d'aimant en termes électriques, et ces éléments-là vont être retenus, le sol va être retenu, et la plante va pouvoir puiser les éléments dont elle a besoin.
Donc on parle beaucoup du nitrate, du phosphate, du potasse, mais il y a énormément d'autres éléments qu'on appelle des oligo-éléments parce qu'ils sont très infimes de ce que les plantes ont besoin, mais ils sont super importants pour les plantes. Le fer, le zinc, le manganèse, voilà, tous ces éléments-là sont vraiment super importants. Donc plus votre sol sera fertile, plus vous allez pouvoir piéger le carbone, vous allez pouvoir assainir, parce que c'est un hygiéniste énorme le sol, et en plus de ça, plus vous allez produire. Donc c'est pour ça que je crois que c'est Marcel Mazoyer qui dit qu'on mesure la fertilité d'un sol à sa biomasse qui est au-dessus. Plus la biomasse est grande, plus le sol, on peut imaginer qu'il soit fertile. Donc vous imaginez bien que dans votre jardin, hein, c'est du bonheur quand vous avez un sol fertile. Donc vous voyez dans des jardins partagés ce qu'on arrive à faire. J'ai fait une expérience, parce que j'adore faire des expériences, sur 8 mètres carrés l'année dernière, en une fertilisation de sol avec une lasagne particulière. Sur 8 mètres carrés, j'ai récolté 250 kg de courges uniquement en hauteur. Donc c'est une pergola, j'ai fait une pergola en courges. 8 mètres carrés, c'est 8 mètres sur 1, ou c'est, voilà, vous voyez, c'est 4 mètres sur 2, c'est une petite surface. Hein. 250 kg de courges. Et dedans, il y avait du maïs, il y avait des haricots, il y avait du sarrasin, il y avait des patates douces, il y avait des concombres. Donc ça, je ne les compte pas, je parle que des courges. Il y avait des chayotes, des christophines. Donc, ben, par contre, j'avais un sol super fertile. Hein. Vraiment, là, j'y suis allé sur la fertilité des sols. Et aujourd'hui, sur ce sol-là, j'y mets les aubergines, les tomates et tout. J'y ai rien rajouté de plus. Et je peux vous dire qu'on voit comment ça se passe. Et l'immunité aussi des plantes est vraiment importante là-dedans. Donc ça veut bien dire que la notion même de fertilisation des sols en permaculture va être très très importante par rapport à la production. Rappelez-vous qu'il faut créer de l'abondance et il faut la partager équitablement. Vous créez certes des courgettes, vous allez partager équitablement, on est d'accord, hein? Peut-être éviter 10 pieds quand même, hein, en même temps.